Mon fiancé a dit qu'il avait besoin de temps pour réfléchir. 2 semaines plus tard, je l'ai vu avec son ex. J'ai fait mes valises, vendu la maison, et je suis parti avec tout. Le choc sur son visage a fait que tout cela en valait la peine. Je m'appelle Astralinx Calderon. Et pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai cru comprendre comment construire des choses qui durent, des routes, des ponts, des systèmes d'approvisionnement en eau. La stabilité était quelque chose que je savais comment concevoir, à la fois sur le papier et, je le pensais, dans ma vie personnelle. À 31 ans, je travaillais comme ingénieur en infrastructures urbaines à Boulder, un endroit où la structure rencontrait la nature d'une manière qui a toujours eu du sens pour moi. Je vivais dans la maison que j'avais achetée à 28 ans, le premier vrai monument que je me sois jamais construit. Une rue calme, de grands pins, une lumière matinale qui touchait chaque pièce juste comme il faut. Tout semblait précis, intentionnel, mérité. Mes routines étaient fiables. Ma carrière était stable. Et je pensais être enfin entré dans la version de l'âge adulte que j'imaginais pour moi-même. Puis j'ai rencontré Cassian Redd. C'est arrivé lors d'une conférence sur l'architecture durable à Denver, le genre d'événement où tout le monde portait des badges et parlait avec passion des matériaux et des flux d'énergie. Cassian n'était pas dans l'architecture. Il travaillait dans la gestion d'événements, mais il dirigeait le programme ce soir-là. La première fois qu'il m'a approché, c'est son aisance qui m'a décontenancé. Il avait cette façon de sourire qui vous donnait l'impression d'être la seule personne dans la pièce avec qui il valait la peine de parler. Ce qui a commencé comme un échange rapide sur le café exécrable s'est transformé en une conversation de 3 heures sur les villes, les enfances et le confort étrange des inconnus qui vous comprennent trop rapidement. J'ai quitté cette nuit-là avec le sentiment que quelqu'un avait réarrangé les meubles dans ma tête, subtilement mais indéniablement. En quelques mois, il a emménagé dans ma maison. À l'époque, cela semblait être 2 pièces de puzzle qui s'emboîtaient parfaitement. Il a apporté de la chaleur dans des pièces que je n'avais jamais utilisées que pour dormir et travailler. Je lui ai apporté le rythme ancré qu'il disait n'avoir jamais eu. Nous ne nous sommes pas heurtés. Nous nous sommes fondus. En y repensant, je réalise à quel point ce genre d'harmonie peut être enivrant, surtout pour quelqu'un comme moi qui avait passé des années à ne compter que sur la logique et la structure. Le soir où il m'a demandé en mariage à l'amphithéâtre de Red Rock, sous un ciel si piqué d'étoiles qu'il semblait irréel, je n'ai pas hésité. Cassian s'est agenouillé dans la faible lueur des lumières de la scène et m'a dit que je lui donnais envie d'être un homme qui choisissait la stabilité, qui s'engageait, qui restait. Je l'ai cru. J'ai cru que la vie que j'avais soigneusement construite s'étendait enfin vers quelque chose d'encore meilleur. J'ai dit oui avant qu'il n'ait fini de demander. Et pendant un certain temps, tout a vraiment semblé parfait, jusqu'à ce que quelque chose de minuscule change. Cela a commencé par une conversation sur les dépenses du mariage. Cassian a suggéré qu'une partie des coûts proviennent de mes économies. Non pas parce qu'il ne pouvait pas contribuer, a-t-il dit, mais parce que nous devrions construire cela ensemble. Cela semblait assez raisonnable et je ne l'ai pas remis en question. Mais un fil fin, presque imperceptible, de malaise m'a tiré. Quelque chose dans le ton, le moment. Un murmure sous toute l'excitation qui me disait que l'équilibre entre nous avait changé d'un degré trop petit pour être mesuré, mais assez grand pour être ressenti. J'ai balayé cette pensée, décidant que l'amour méritait le bénéfice du doute. Ce que je ne savais pas alors, c'est que ce tiraillement silencieux deviendrait le premier signal d'une ligne de faille qui courait sous tout ce que je croyais solide. Environ 3 mois avant le mariage, l'atmosphère dans notre maison a changé de manière si subtile que j'aurais pu les manquer si j'avais été quelqu'un d'autre. Cassian est devenu secret avec son téléphone, inclinant l'écran loin de moi lorsque des messages arrivaient. Il a commencé à rentrer plus tard que d'habitude, toujours avec une explication raisonnable, un événement prolongé, un client exigeant, du trafic sur LIE 25. Il sentait une eau de cologne qui n'était pas celle qu'il portait habituellement. Et parfois, de légères traces d'un parfum floral persistaient sur lui. Rien de dramatique, rien de flagrant, mais juste assez pour attirer l'attention de quelqu'un qui observe pour vivre. Je ne l'ai pas confronté. Au lieu de cela, j'ai catalogué ces petites incohérences comme je le ferais pour une évaluation structurelle, tranquillement, attentivement, en attendant que des schémas émergent. Un ticket de parking dans la poche de son manteau provenant d'un garage qu'il n'avait jamais mentionné. Un appel qu'il est sorti prendre avec un ton trop doux, trop personnel. Des moments qui passaient en un clin d'œil, chacun anodin en soi, mais formant ensemble une séquence digne d'être notée. Puis j'ai vu son nom. Un soir, alors que je posais mon ordinateur portable sur la table à manger,
Cassian avait laissé sa messagerie électronique ouverte sur l'écran. Un aperçu de message affichait l'expéditeur, Vespei. Le nom m'a frappé comme un courant d'air froid à travers une fenêtre fissurée. Vespei, la femme qu'il a un jour décrite comme l'amour le plus intense de sa vie, celle qui le faisait se sentir vivant mais instable. Celle à qui il disait ne plus parler parce que cela lui coûtait trop cher de rester en contact. L'objet de son email était anodin. Mais la façon dont Cassian a refermé l'ordinateur portable en me remarquant ne l'était pas. Je ne lui ai pas posé de questions à ce sujet. Pas tout de suite. J'ai simplement rangé ce détail dans la collection croissante de données dans mon esprit. La première véritable rupture dans l'illusion est survenue lors d'un dîner avec des amis. Quelqu'un a demandé nonchalamment à Cassian s'il était excité que Vespei soit revenu à Denver pour un projet. Sa fourchette s'est arrêtée en plein vol. Il a balbutié quelque chose sur le fait qu'il ne se croisait que professionnellement. J'ai agi avec indifférence, j'ai même souri, mais à l'intérieur, quelque chose de silencieux et de ferme a changé. Un morceau de confiance s'est fissuré. La deuxième rupture est survenue lorsqu'il a changé le mot de passe de son téléphone. J'ai demandé pourquoi, et il a dit que son entreprise exigeait une sécurité plus stricte. C'était plausible, raisonnable même. Mais le malaise antérieur s'est aiguisé en quelque chose de plus clair, comme une ligne apparaissant enfin sur un plan qui avait été faible mais présent depuis le début. De l'extérieur, notre relation semblait toujours intacte. Mais de là où je me tenais, je pouvais sentir la structure commencer à se tendre, silencieuse et invisible. De la même manière que le métal se plie bien avant de se rompre. Et dans ce silence, quelque chose en moi a commencé à se préparer à l'impact. Avant même de comprendre à quoi je me préparais. Il n'a pas fallu longtemps pour que les fissures s'élargissent. Les histoires de Cassian ne correspondaient plus au monde extérieur à notre maison. Il disait dîner avec des collègues, mais leurs stories Instagram les montraient à la maison avec leurs enfants ou regardant un match sur leur canapé. Il me disait qu'il avait des réunions dans le centre-ville de Denver, mais la balise AirTag dans son sac à dos, qu'il avait oublié, était synchronisée avec mon téléphone et le localisait à des kilomètres de là, à Longmont, juste à côté d'un hôtel qui venait d'ouvrir. Chaque détail contredisait autre chose, comme s'il réécrivait son emploi du temps à la volée en espérant que je ne vérifierais jamais les marges. Un soir, après un appel téléphonique qu'il a pris dans le couloir à voix basse, il a attrapé sa veste et est sorti en courant, disant qu'il avait oublié quelque chose au bureau. Il est parti si vite qu'il n'a même pas remarqué l'iPad sur le comptoir de la cuisine, toujours connecté à son compte iCloud. Je suis resté devant pendant un long moment, ma main planant au-dessus de l'écran. Ce n'est pas la suspicion qui m'a poussé à le déverrouiller. C'était la clarté, le genre de clarté qui arrive quand la vérité est déjà à moitié révélée, attendant que vous finissiez de la découvrir. La première chose que j'ai ouverte, c'était les photos. Enfouies entre des captures d'écran et des images de travail, se trouvait une photo de Cassian dans un bar à Denver. La lumière était tamisée et il souriait d'une manière que je n'avais pas vue depuis des mois. Mais la chose la plus étrange n'était pas lui. C'était le cadrage. La photo avait clairement été recadrée. Le bras d'une femme reposait le long du bord du cadre, coupé en plein geste, la manche, d'un satin bordeaux profond, pas une couleur que je porterai jamais. J'ai fermé la photo et ouvert les messages. La plupart des fils de discussion étaient inoffensifs, liés au travail, mais un se démarquait, un fil avec une seule initiale, V. Le dernier message disait « Je pense encore à cette nuit-là ». Je n'ai pas fait défiler plus loin. Le froid qui m'a traversé n'était pas du chagrin. C'était de la reconnaissance, une reconnaissance silencieuse que mes instincts avaient eu raison depuis le début. Le lendemain, alors que j'essayais encore de comprendre l'ampleur de ce que j'avais vu, mon téléphone a vibré avec un message d'Ivar, mon ami le plus proche. Il ne se mêlait jamais de mes affaires à moins qu'il ne le juge nécessaire. Il a écrit « Je ne suis pas sûr de devoir te dire ça, mais je viens de voir Cassian à la Rimé Square avec une femme. » Il se tenait la main. Puis il a envoyé une photo. C'était Cassian, sans aucun doute, la tête penchée vers une femme aux longs cheveux sombres. Son visage était tourné juste assez pour que je puisse voir qui elle était. Vespei. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ragé. Je n'ai même pas ressenti de choc. Ce que j'ai ressenti, c'est de la compréhension, nette et précise, comme la dernière pièce d'un plan qui se met en place. Cassian n'a jamais eu besoin de temps pour réfléchir. Il avait besoin de temps pour retourner à quelque chose qu'il ne pouvait pas laisser partir. Et quoi que je choisisse de faire ensuite, cela n'avait rien à voir avec le punir.
Il s'agissait de m'éloigner d'une structure qui avait déjà échoué. Après avoir vu la photo de Cassian et Vespé, j'ai fait ce que je savais faire de mieux, j'ai rassemblé des informations. J'ai passé au peigne fin chaque incohérence des derniers mois, les alignant comme des points de contrainte sur un pont en train de céder. Des reçus de parking cachés dans ses poches provenant de lieux qu'il n'avait jamais mentionnés. Des heures qu'il prétendait travailler qui ne correspondaient pas au planning des événements de l'entreprise. Des nuits où il rentrait tard en sentant le parfum de quelqu'un d'autre. Pièce par pièce, l'image est devenue indéniable. Je ne faisais pas seulement face à de l'infidélité. Je faisais face à une double vie soigneusement construite. Pour comprendre les enjeux de mes prochaines étapes, je devais savoir où je mettais les pieds. J'ai appelé mon avocate et j'ai tout vérifié concernant la maison. Je l'avais achetée des années avant de rencontrer Cassian. Mon nom seul était sur l'acte de propriété. Même après avoir vécu ensemble pendant 2 ans, il n'avait aucun droit légal sur elle. Quand mon avocate l'a confirmé, quelque chose s'est déverrouillé en moi. J'ai réalisé que je n'étais pas piégé. Je n'étais lié par rien d'autre que l'habitude et l'espoir. Quelques jours plus tard, en triant les papiers du mariage, j'ai remarqué un paiement manquant. $3200 avaient disparu de notre budget commun. Le relevé indiquait le destinataire comme étant Imedia Agency. Je n'avais besoin de personne pour m'expliquer ce que cela signifiait. Cassian avait payé l'entreprise de Vespé en utilisant l'argent destiné à notre mariage. Il l'avait caché, peut-être en supposant que je ne le remarquerais jamais, ou peut-être en croyant que je ne comprendrais pas le lien. Je ne l'ai pas confronté. Pas encore. Je voulais voir où la vérité mènerait sans mon interférence. Ce soir-là, Cassian est rentré avec des yeux fatigués et un soupir dramatique, disant qu'il pensait que nous devrions reporter le mariage. Il a prétendu que le travail était écrasant et que nous avions besoin d'espace pour respirer. Mais les mots que j'avais vus dans les messages sur son iPad résonnaient plus fort que ses excuses. Je ne suis pas prêt à m'engager tant que nous n'aurons pas clarifié ce que nous sommes. Il n'était pas débordé par le travail. Il attendait que Vespé décide si elle voulait de lui. Au lieu de la tristesse, j'ai ressenti une distance, une séparation silencieuse entre qui j'avais été avec lui et qui je devenais sans lui. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas douloureux. C'était comme sortir d'une pièce et réaliser que vous aviez retenu votre souffle tout le temps. Puis j'ai reçu un autre message, cette fois d'un ancien collègue qui travaillait dans le centre-ville de Denver. Ils avaient vu Vespé entrer dans l'immeuble de Cassian plusieurs fois cette semaine, y restant assez longtemps pour rendre le terme « réunion d'affaires » risible. Le récit que Cassian m'avait servi sur le fait qu'ils s'étaient croisés par hasard s'est complètement dissous. À ce moment-là, j'ai compris la pleine mesure de ce qui se passait. Cassian n'était pas tiraillé. Il n'était pas confus. Il préparait un point de chute pour lui-même, choisissant entre 2 vies tout en s'attendant à ce que je reste immobile, patiente. Mais je n'allais pas faire partie de son indécision. Je n'allais pas être un bouche-trou dans ma propre maison. Quelque chose en moi a changé pour de bon. Je n'avais plus besoin de me demander ce qui était réel. J'avais assez de preuves, assez de clarté, assez de résolution pour partir avant qu'il ne réalise que j'avais déjà commencé à démanteler la version de son avenir dans laquelle il supposait que je resterais. Plus je cherchais, plus la vérité se révélait sans que j'aie à toucher un seul fil. Un après-midi, alors que je travaillais dans la cuisine, l'iPad de Cassian a vibré sur le comptoir. Il synchronisait automatiquement ses nouveaux messages, et avant que je puisse me détourner, une ligne est apparue à l'écran, « Tu lui as dit ?» C'était de Vespé. Ces 4 mots m'ont dit tout ce que j'avais essayé de reconstituer. Ils ne débattaient pas de s'ils allaient se remettre ensemble. Ils décidaient quand m'en informer. Cassian n'avait rien dit parce qu'il dépendait encore de la stabilité que je lui fournissais, ma maison, ma constance, la vie que j'avais construite bien avant son arrivée. J'ai alors réalisé qu'il n'était pas tiraillé. Il était calculateur. Quand j'ai ouvert son application de notes, une seule phrase m'a glacé, « Astra mérite mieux. Vespé est le chaos, mais c'est le chaos que je connais. » Il l'avait écrit lui-même. Il comprenait les dommages qu'il causait. Il reconnaissait le mal. Et pourtant, il l'a quand même choisi. Il est devenu clair que ce n'était pas seulement de la trahison. C'était un schéma dans lequel il retournait volontairement, même en reconnaissant que je méritais plus que ce qu'il pouvait donner. Ce soir-là, j'ai contacté une agente immobilière. Elle m'a dit que les maisons dans mon quartier se vendaient rapidement, parfois en une seule journée. J'ai pris rendez-vous avec elle pour le lendemain matin. L'idée de quitter ma maison m'a piqué.
Au début, elle contenait des années de souvenirs dont j'avais été fier. Mais lâcher prise m'a soudainement semblé moins une perte et plus une libération. Je savais où cela menait, et je refusais de laisser Cassian décider de la fin pour moi. De manière inattendue, Cassian est rentré tôt ce soir-là, portant un bouquet plus grand que tous ceux qu'il avait achetés auparavant. Il a mis la table, allumé des bougies, débouché du vin. Il a parlé de vouloir repartir à zéro, de vouloir que nous soyons ce que nous étions avant que le stress ne s'en mêle. Mais pendant que ces mots flottaient dans la pièce, ses yeux ne cessaient de jeter un coup d'œil vers son téléphone. Il n'était pas là pour moi. Il gagnait du temps, essayant de gérer deux vies. J'ai fait semblant de le croire. J'ai souri, les remercié, joué le rôle qu'il avait besoin que je joue. Plus il pensait que j'étais stable et que j'attendais, plus il serait facile pour moi de partir sans laisser de traces. Plus tard dans la nuit, une amie à Los Angeles m'a appelé. Elle avait rencontré quelqu'un qui connaissait Vespé et l'avait entendu parler avec confiance de la façon dont Cassian reviendrait officiellement vers elle d'ici l'automne. Pas peut-être, pas si les choses s'arrangent. Elle parlait comme quelqu'un à qui on avait déjà promis un avenir. C'était la confirmation finale dont j'avais besoin. Cassian ne dérivait pas. Il orchestrait, et j'avais été mise en attente sans mon consentement. À la fin de cette journée, ma décision était prise. Je n'allais pas attendre que Cassian me dise où ma vie se dirigeait. Je choisirais pour moi-même avant qu'il n'ait la chance de justifier ou de redéfinir les dommages qu'il avait déjà causés. Le lendemain matin, pendant que Cassian était au travail, j'ai rencontré mon agente immobilière et j'ai signé les documents pour mettre ma maison en vente. La valeur marchande était plus élevée qu'elle ne l'avait jamais été, et elle était convaincue que nous recevrions des offres presque immédiatement. Dès que les papiers ont été déposés, j'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine. Pas du soulagement exactement, mais un élan, la compréhension que j'avais repris ma vie en main d'une manière que Cassian ne verrait jamais venir. En 24 heures, un jeune couple a visité la maison et en est tombé amoureux. Ils ont fait une offre cet après-midi-là, légèrement au-dessus du prix demandé. J'ai accepté. Comme ça, l'endroit que Cassian pensait pouvoir utiliser comme filet de sécurité n'était plus à lui pour y retourner. Le calendrier avait changé. La maison avait une date d'expiration, et tout ce qui était lié à lui aussi. J'ai commencé à vider les pièces lentement et méthodiquement. Chaque objet avait une histoire attachée à lui, et les trier, c'était comme lire les dernières pages d'un livre que je ne voulais plus finir. J'ai gardé tout ce pourquoi j'avais des reçus, tout ce qui m'appartenait avant Cassian. Les pièces qu'il a achetées, je les ai emballées proprement dans des boîtes étiquetées. Les articles que nous avons achetés ensemble, je les ai gardés, sachant que j'avais payé la plupart d'entre eux de toute façon. Je ne voulais aucune attache lorsque le moment final arriverait. En me déconnectant de son iPad, j'ai découvert un compte de messagerie qu'il avait dû oublier de déconnecter. La boîte de réception contenait des confirmations de vol pour Los Angeles, réservées pour la semaine. Il avait insisté sur le fait qu'il était à Phoenix pour le travail. Il n'avait pas seulement menti. Il avait remplacé des pans entiers de notre vie par une autre version de la réalité qu'il vivait ailleurs. La découverte ne m'a plus choqué. Elle a simplement affirmé que la séparation qui se produisait en moi était justifiée. Puis un après-midi, Vespé s'est présentée à ma porte. Elle avait l'air calme, presque sympathique, comme si elle était la personne raisonnable dans tout ça. Elle a dit que Cassian avait été en conflit, dépassé, tiraillé entre deux personnes qui comptaient pour lui. J'ai écouté sans interruption. Quand elle a fini, j'ai posé une seule question. Est-ce que Cassian t'a dit qu'il vit toujours ici? Elle s'est figée un instant. Ce silence m'a dit le reste. Elle avait sa version de l'histoire. Il en avait une autre. Aucun d'eux n'était honnête, même pas l'un envers l'autre. Plus tard dans la semaine, Cassian est rentré avec une énergie nerveuse que j'ai reconnue instantanément. Il a dit qu'il voulait arranger les choses, qu'il était prêt à couper les ponts avec Vespé et à reconstruire ce que nous avions. Mais je savais déjà qu'il n'était pas là parce que je lui manquais. Il était là parce que la situation avec Vespé avait changé et qu'il avait de nouveau besoin de stabilité. J'ai accueilli ses paroles avec calme, répondant légèrement, presque chaleureusement, cachant la vérité que la maison dans laquelle il se tenait n'appartenait plus à aucun de nous deux. Je ne lui ai pas parlé de la vente. Pas encore. Je voulais qu'il reste un peu plus longtemps dans l'illusion qu'il s'était créée, qu'il croit qu'il avait encore le contrôle. Les boîtes étaient rangées là où il ne regarderait pas. Les documents étaient déjà déposés. Ma sortie n'était pas une question de « si », seulement de « quand ». À ce moment-là,
J'ai compris quelque chose que j'avais évité. Je ne l'aimais plus. La douleur s'était consumée et n'avait laissé que de la clarté. Tout ce qui restait était d'attendre le moment final où je pourrais sortir de la vie que nous partagions et entrer dans celle qui m'attendait de l'autre côté. À la fin de cette semaine, après chaque confirmation silencieuse de ce que je savais déjà, j'ai réalisé qu'il ne servait à rien d'attendre que Cassian se confesse. Il ne le ferait jamais. Le dimanche était le seul jour où il ne pouvait pas se cacher derrière le travail ou les voyages, et je l'ai choisi délibérément. Je me suis réveillé tôt et j'ai parcouru chaque pièce, prenant conscience de ce que j'étais sur le point de faire. Puis j'ai emballé le reste de ses affaires dans des boîtes étiquetées et je les ai fait déplacer dans un garde-meuble que j'ai loué pour 6 mois. Quand j'ai eu fini, la maison était presque méconnaissable. Seules 2 chaises pliantes restaient dans le salon, se faisant face comme les 2 dernières lignes d'une histoire qui n'avait plus de pages. Il est arrivé plus tôt que prévu, 30 minutes avant l'heure convenue. C'était quelque chose qu'il faisait toujours quand il était nerveux, une habitude qu'il m'avait dit avoir développée enfant en essayant d'éviter de décevoir les gens. Quand il a franchi le seuil, il s'est figé. Ses yeux ont balayé les murs nus, les échos d'un espace qui ne le contenait plus. Pendant un instant, il a semblé ne pas savoir s'il devait avancer ou reculer. J'ai fait un geste vers l'une des chaises. Il s'est assis lentement, cherchant toujours une explication qui pourrait adoucir ce qu'il voyait. Je n'ai pas perdu de temps. Je lui ai expliqué tout ce sur quoi j'étais restée silencieuse, les calendriers qui ne correspondaient pas, le parfum, les nuits tardives, les photos, les messages, les emails, les vols. Je lui ai montré la photo qu'Ivar avait envoyée de Larry Square. Ma voix est restée stable, calme, mesurée, plus comme une analyse structurelle qu'une accusation. Je n'essayais pas de le briser. J'essayais de démanteler la fausse version de notre vie dans laquelle il vivait. Il a tout nié au début. Il a parlé vite, trébuchant sur les justifications. Il a blâmé le stress du travail, des émotions non résolues du passé, le poids de mon indépendance, même la pression du mariage à venir. Il a dit que Vespé l'avait contacté parce qu'elle était confuse, pas parce qu'ils étaient impliqués. Il a essayé de se présenter comme la victime de circonstances indépendantes de sa volonté. C'était stupéfiant de voir quelqu'un se battre si fort pour préserver une illusion alors que la vérité était à quelques centimètres. Je n'ai pas discuté. J'ai simplement ouvert l'iPad qu'il avait laissé derrière lui et je lui ai montré le message de Vespé, demandant s'il m'avait dit, ainsi que la confirmation de vol pour Los Angeles pendant la semaine où il prétendait être à Phoenix. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas posé de questions. Je l'ai laissé lire ses propres mots, ses propres plans, ses propres décisions mis à nu. Quelque chose en lui s'est brisé. Puis il s'est affalé sur la chaise, le combat se vidant de son visage. Il a admis qu'il se sentait tiraillé, que Vespé représentait une version de sa jeunesse qu'il n'avait jamais complètement laissé partir. Il a dit qu'il ne voulait pas me perdre, que j'étais la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée, mais qu'il ne pouvait pas non plus s'éloigner de l'emprise non résolue que Vespé avait sur lui. L'entendre parler comme ça ne m'a pas fait de mal. La douleur était déjà passée. Ce que j'ai ressenti à la place, c'est de la distance, comme si j'écoutais la confession émotionnelle d'un étranger, pas de l'homme que j'avais prévu d'épouser. Il a supplié pour une autre chance. Il a dit qu'il couperait les ponts avec Vespé, qu'il voulait regagner ma confiance, qu'il avait déjà dit à sa mère qu'il voulait arranger les choses. Il a même mentionné une nouvelle bague qu'il avait choisie, comme si des bijoux pouvaient reconstruire une fondation qu'il avait déjà démolie. Quand il a eu fini, je lui ai dit la vérité. Celle que j'avais gardée silencieusement jusqu'à ce moment. J'avais vendu la maison. Les papiers avaient été signés il y a 3 jours. L'argent était sur mon compte. Je déménageais la semaine suivante. Il m'a regardé, stupéfait, comme s'il ne pouvait pas comprendre que j'avais agi avant qu'il n'ait la chance de réécrire le récit. Dans son monde, il avait toujours du temps. Dans le mien, le temps était déjà écoulé. Je lui ai dit que les gens qui disent avoir besoin de temps pour réfléchir ont déjà pris leur décision. Ils cherchent juste une issue qui ne fait pas d'eux le méchant. Je n'étais pas disposé à rester dans l'incertitude pendant qu'il pesait 2 avenirs différents. Je lui ai tendu la clé du garde-meuble et je lui ai demandé de partir avant que la lumière de l'après-midi ne s'estompe. Le voir partir ne m'a pas semblé triomphant ou tragique. Cela m'a semblé inévitable. Le lendemain matin, la maison ne me semblait plus être la mienne. Non pas parce que Cassian y avait vécu, mais parce que j'avais déjà fait mes adieux silencieux. J'ai rencontré l'agente immobilière et le couple qui l'achetait. Ils étaient jeunes, excités, imaginant leur avenir entre ces murs.
Le processus de clôture s'est déroulé rapidement, et une fois les formalités administratives terminées, je suis resté seul quelques minutes, laissant le dernier chapitre s'installer. La maison avait été mon premier véritable jalon, mais maintenant c'était un tremplin, une pièce achevée de mon passé. Plus tard dans l'après-midi, Cassian a envoyé un email de cette page. Il a dit qu'il avait réalisé trop tard ce qu'il avait jeté, qu'il comprenait enfin la valeur de la stabilité que je lui donnais. Il a promis de rompre tout lien avec Vespé, de commencer une thérapie, de prouver son amour. Je n'ai pas répondu. Ces mots sont arrivés trop tard, et aucun d'eux n'a changé la vérité sur qui il s'était montré être. Je suis allé à Sedona quelques jours plus tard. J'ai trouvé une petite cabane en bois nichée entre des formations rocheuses rouges et un ciel qui brûlait d'orange au coucher du soleil. L'air y semblait plus pur, plus calme. J'ai ouvert un petit bureau de conseil et en 2 semaines, un groupe environnemental local m'a contacté pour obtenir de l'aide dans la conception d'un projet de logement écologique. C'était comme si l'univers confirmait que partir n'avait pas été une destruction. C'était une redirection. Un soir, j'ai reçu un court message de Vespé. Cassian m'a dit qu'il a tout perdu à cause de toi, a-t-elle écrit. Elle ne l'a pas envoyé par compassion. Elle voulait savoir s'il pourrait revenir vers elle. J'ai laissé le message non lu. J'en avais fini de participer à leur cycle. Quelques jours plus tard, Cassian a de nouveau envoyé un email, cette fois rempli de colère. Il m'a accusé d'être irrationnel, de brûler les ponts, de saboter quelque chose qui aurait pu être réparé. Je n'ai pas répondu à celui-là non plus. Son désespoir n'était qu'une autre version de l'évitement, et je ne me sentais plus responsable d'alléger les conséquences de quelqu'un d'autre. Des semaines plus tard, une amie à Denver m'a dit que Cassian et Vespé avaient rompu. C'est arrivé rapidement. Elle a prétendu qu'il n'était pas l'homme dont elle se souvenait, que sans la stabilité qu'il avait avec moi, il semblait vide. Il a essayé de s'accrocher à elle, mais elle est passée à autre chose dès que la poursuite a pris fin. Entendre cela ne m'a pas donné de satisfaction. Cela m'a donné de la clarté. Je m'étais retiré d'une porte tournante dont aucun d'eux ne semblait capable de sortir. La vie à Sedona a continué de s'épanouir d'une manière que je n'avais pas prévue. J'ai rencontré de nouveaux collaborateurs, visité des sites de projets qui m'ont rappelé pourquoi j'aimais mon travail, et j'ai commencé à esquisser des plans pour un développement de logements durables en périphérie du désert. Chaque jour, j'avais l'impression de reconstruire quelque chose, non pas une relation, mais moi-même. En y repensant, j'ai réalisé que la trahison de Cassian n'était pas l'effondrement de ma vie. C'était le moment où les fondations ont suffisamment bougé pour me montrer que je devais construire ailleurs. Et la leçon finale est restée avec moi, quand quelqu'un dit avoir besoin de temps pour réfléchir, il a déjà fait son choix. Le seul choix qui reste est le mien. J'ai appris à ne jamais remettre les clés de ma vie à quelqu'un qui ne sait pas comment les tenir. En y repensant, j'ai réalisé que la trahison de Cassian n'était pas l'effondrement de ma vie. C'était le changement qui m'a forcé à construire ailleurs. La leçon est restée avec moi, quand quelqu'un dit avoir besoin de temps pour réfléchir, il a déjà choisi. Et je ne remettrai plus jamais les clés de ma vie à quelqu'un qui ne savait pas comment les tenir. Mais après que cette prise de conscience se soit installée, j'ai ressenti un étrange calme en moi, une immobilité inhabituelle qui n'était pas encore la paix, mais le début de celle-ci. Déménager à Sedona m'a donné de l'air pour respirer, mais une partie de moi réagissait encore au monde comme si le danger persistait derrière chaque souvenir. Le traumatisme vous reconfigure. Même lorsque vous quittez le champ de bataille, votre corps continue de chercher de la fumée. 3 semaines plus tard, juste au moment où mon travail de conseil a repris et que j'ai commencé à me sentir de nouveau stable, une lettre est arrivée. Mon nom sur l'enveloppe, écrit d'une écriture que j'ai reconnue instantanément, celle de la mère de Cassian, Myriam. Je suis resté devant la boîte aux lettres, le soleil de l'Arizona chauffant le papier, connaissant déjà le ton avant de l'ouvrir. Elle a écrit que Cassian était dévasté, que l'amour méritait le pardon. Que la stabilité, comme la mienne, ne devrait pas être jetée. Mais la phrase qui m'a le plus frappé était celle-ci, vous lui deviez une conversation avant de prendre une décision aussi radicale. Lui devait. Comme si la responsabilité reposait encore sur mes épaules, comme si ma fuite était la véritable offense. Je ne me suis pas mis en colère. J'ai simplement compris qu'elle n'écrivait pas pour me réconforter. Elle écrivait pour restaurer la version de son fils en laquelle elle préférait croire. J'ai plié la lettre et je l'ai laissée sur le comptoir, mais elle a ouvert une porte en moi que je pensais avoir fermée. Le passé n'en avait pas fini avec moi. 2 jours plus tard,
mon téléphone a sonné avec un indicatif régional de Colorado Springs. J'ai répondu par instinct. Astra, je m'appelle Oli. Je suis une amie de Vespé. Sa voix avait une urgence inquiète. Elle a dit que Vespé avait raconté sa propre histoire, affirmant que j'avais manipulé Cassian, que j'avais saboté leur réconciliation, affirmant que Cassian l'aurait choisi pleinement si je n'étais pas parti. C'était risible, mais mon corps a quand même réagi par une contraction dans ma poitrine. Les vieilles blessures ne se rouvrent pas, elles résonnent. Et encore une chose, a ajouté Oli. Cassian s'est de nouveau présenté au bureau de Vespé, suppliant pour une conclusion. Elle l'a repoussé, mais il continue d'essayer. Pendant un instant, j'ai fermé les yeux, non pas de chagrin, mais d'épuisement. Même après avoir quitté l'État, après avoir tout terminé proprement, Cassian courait toujours après le chaos qu'il avait créé, cherchant toujours quelqu'un, n'importe qui, pour absorber les retombées. J'ai remercié Oli et j'ai raccroché, sortant pour respirer le calme du désert. Le ciel brillait d'orange, les falaises se dressant comme des gardiens anciens, et j'ai fait un choix. Je ne laisserai pas le bruit de mon passé s'infiltrer dans la vie que je construisais. Mais 2 matins plus tard, un SUV noir a ralenti devant ma cabane. Il s'est arrêté, puis est entré dans mon allée. Mon pouls est resté stable cette fois, alerte, pas effrayé. Quand la porte s'est ouverte, Cassian en est sorti. Il avait l'air plus petit que dans mon souvenir. Les épaules voûtées, les yeux rouges, les vêtements froissés comme s'il avait dormi dedans. Il s'est arrêté à quelques mètres. Astra, s'il te plaît. J'ai juste besoin de 5 minutes. Sa voix tremblait. J'ai tout perdu. La maison, toi, Vespé, mon travail est en jeu. Je ne sais pas qui je suis sans tout ça. Il fut un temps où ces mots m'auraient brisé. Maintenant, il ne faisait que confirmer ce que j'avais déjà appris. Il ne savait pas se tenir debout sans s'appuyer sur quelqu'un d'autre. Tu es au mauvais endroit, ai-je dit doucement mais fermement. Quelle que soit la crise d'identité que tu traverses, ce n'est pas à moi de la régler. Il a dégluti difficilement. J'ai besoin de clarté. De tourner la page. Tourner la page, ai-je répété. Tu l'as eu le jour où tu as choisi quelqu'un d'autre. Il a tressailli, puis avec une honnêteté fragile, a chuchoté, je ne sais pas comment passer à autre chose. C'est exactement pour ça, ai-je dit, que j'ai dû le faire. Il a hoché la tête lentement, comme s'il absorbait la vérité molécule par molécule. Quand il s'est finalement retourné vers le SUV, il a hésité, comme s'il voulait dire quelque chose de plus, mais il ne l'a pas fait. Il est monté, et la voiture s'est éloignée, disparaissant dans un mirage de chaleur. Je suis resté seul sur l'allée poussiéreuse, le silence s'installant autour de moi comme un verdict final. C'était la dernière fois que je le voyais. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que la vraie fin n'était pas ses excuses, la vente de la maison, ou même la confrontation. La vraie fin était celle-ci. Il n'avait plus le pouvoir de faire bouger quoi que ce soit en moi. Ma vie, pour la première fois depuis longtemps, était entièrement la mienne. Parfois, je pense à tout ce que j'ai laissé derrière moi, non pas avec regret, mais avec une étrange sorte de gratitude. Parce que perdre ce que je pensais être mon avenir ne m'a pas brisé, cela m'a reconstruite. Cela m'a appris que la paix est différente quand on l'a méritée. Cela m'a appris que le silence peut être une réponse et que la distance peut être un cadeau. Et surtout, cela m'a appris que le respect de soi n'est pas quelque chose que l'on négocie. On le protège farouchement et sans excuse. Je ne sais pas ce que Cassian raconte aux gens maintenant, ni comment il explique la vie qu'il a jetée. Peu importe. Ce qui compte, c'est que je suis enfin entré dans un monde qui n'était pas construit autour de l'incertitude de quelqu'un d'autre. Un monde où je me choisis en premier. Un monde où la guérison n'est pas seulement possible. Elle se produit chaque jour. Si vous écoutez ceci et que vous avez déjà dû vous éloigner de quelqu'un qui ne connaissait pas votre valeur, je veux que vous sachiez ceci. Vous n'avez pas perdu. Vous avez lâché prise. Vous avez fait de la place pour une version de votre vie qui ne vous fera pas vous sentir diminué. Et avant de partir, si mon histoire vous a trouvé à un moment où vous aviez besoin de force ou de clarté, j'espère que vous vous abonnerez à la chaîne. Votre soutien aide ces histoires à atteindre les personnes qui se sentent seules dans leur chagrin. Celles qui ont besoin d'entendre que se choisir soi-même n'est pas égoïste. C'est de la survie. Commentez, toujours là, si vous écoutez jusqu'à la toute fin. Cela signifie plus que vous ne l'imaginez. Et souvenez-vous,
La vie que vous méritez commence au moment où vous arrêtez d'attendre que quelqu'un d'autre la choisisse pour vous.